Ces dernières semaines, je me suis plongée à corps perdu dans le monde merveilleux de l'automne. J'ai exploré des maisons hantées, j'ai résolu des meurtres, j'ai découvert la dualité de l'être humain et j'ai vu jusqu'aux recoins les plus sombres de son âme. Bref, c'était l'éclate. Et c'est avec joie que je vous parle aujourd'hui des génies de la littérature que j'ai croisés sur ma route. Parce que oui, il y avait du très très lourd. Et puis, je vais aussi vous parler de tous les autres, comme ça, au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. C'est parti. On commence avec l'une de mes meilleures lectures de ces dernières semaines, qui est aussi l'une de mes meilleures lectures de l'année. Il s'agit du Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est un roman qui raconte l'histoire de Dorian Gray, qui est un adolescent d'une beauté extraordinaire, qui va avoir son portrait fait par son ami peintre. Un jour, il va souhaiter à voix haute que son portrait vieillisse à sa place et que lui reste jeune éternellement. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que son souhait va se réaliser, mais pas tout à fait de la manière dont il l'espérait. Tout ça permet d'assister à la plongée progressive de Dorian Gray dans le vice, à sa perversion progressive. Alors on n'a jamais de détails sur ce que fait Dorian Gray, ce qui donne lieu à des rumeurs terribles ensuite dans la bonne société londonienne. Chacun imagine ce qu'il veut, ce qui peut correspondre à ses actes répréhensibles. On sait juste qu'ils font de Dorian Gray un héritier de la Renaissance italienne dans tout ce qu'elle pouvait avoir de sordide. À ce propos, Oscar Wilde disait dans l'une de ses lettres « Quels sont les péchés de Dorian Gray, nul ne le sait. Celui qui les décèle, c'est qu'il les a commis. » Bon alors je vais être sincère avec vous, cette plongée dans le mal s'avère être un creux terrible à lire. Faut être solide dans sa tête. Il ne se passe absolument rien pendant 100 pages, mais la suite en vaut vraiment la peine. Ce roman, c'est surtout l'histoire d'un personnage immature, égoïste, vain, hypocrite. Il prend toujours la solution ou l'explication qui l'arrange, rien n'est jamais de sa faute. Il est extraordinaire de déni et de mauvaise foi, c'est l'adolescent dans toute sa splendeur. Disons qu'il n'y a pas que sa figure qui ne vieillit pas. Parfois il peut nous arriver de penser qu'un auteur n'a pas vraiment compris son personnage parce que il lui fait faire des choses qui ne sont pas cohérentes, mais alors là, on a le gros lot de la cohérence. Je pense qu'il n'y a pas plus cohérent que Dorian Gray. De bout en bout, c'est une petite merde. Et c'est sur ça que repose la fin, que j'ai trouvée absolument parfaite. Elle s'effectue en 3 étapes qui représentent bien le talent d'Oscar Wilde, une discussion, une révélation et une image forte. Pour ne pas vous spoiler, je n'en dis pas plus, mais si vous lisez Dorian Gray, allez jusqu'au bout. La réflexion et l'image finale que propose la fin de ce roman sont parfaites et récompensent tous les efforts consentis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre de papoteur, les personnages ne font que ça, ils ne font que discuter, et ce sont ces conversations qui sont au centre du livre. Les thèmes principaux de ces discussions sont la beauté, l'art, la jeunesse, la vieillesse, la morale, l'amour. On est sur de l'existentiel, parfois traité de manière superficielle. Mais mes préférées, c'était quand même celles avec Lord Henry, qui sont absolument merveilleuses. On retrouve le ton des comédies d'Oscar Wilde avec cette verve, ce sens de la répartie, ces répliques du tac au tac. Lord Henry est à tarter, il est trop marrant et insupportable en même temps. Il parle par épigramme, donc par trait d'esprit, il est sentencieux, il ne fait pas toujours avancer la conversation, mais il est content de lui. Il est méchant et drôle, il n'est que mots spirituels et culot. Je l'adore. Je vous propose quelques citations. Non mais écoutez-moi ça. Mon cher ami, tout le monde peut être bon à la campagne. Pour retrouver ma jeunesse, je ferai tout au monde. Excepté de prendre de l'exercice, de me lever de bonne heure ou d'être respectable. C'est un roman à l'atmosphère sombre et décadente, avec un style qui témoigne d'une grande maîtrise, que ce soit dans l'efficacité de sa prose, dans sa capacité à suggérer des images qui restent, ou dans le rythme de ses dialogues. C'est un roman qui transpire l'intelligence et qui possède une grande compréhension de l'humanité. Bien qu'imparfait et un peu bancal, c'est, pour moi, sans le moindre doute, un grand livre. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, laissez un pouce et dites-moi en commentaire ce que vous avez lu ces derniers temps. Un auteur dont j'attendais beaucoup car il m'avait autant charmé avec Blackwater que profondément déçu avec Les Aiguilles d'Or, j'ai craqué pour Cathy de Michael McDowell. D'ailleurs merci pour vos retours sous la vidéo de ma palle d'automne, ça m'a bien motivée. Ici on suit une jeune fille pauvre dans l'état de New York dont le grand-père est dans une mauvaise posture. Il ne leur a pas parlé depuis 20 ans et elle reçoit un jour une lettre de lui qui leur explique à elle et sa mère qu'une famille mal intentionnée a pris possession de la maison du grand-père et compte s'accaparer tous ses biens et toute la fortune qui devrait leur revenir. La jeune fille part sur le champ pour aider ce grand-père qu'elle n'a jamais vu et espérer sauver ses biens qui pourraient lui donner un avenir meilleur.
Évidemment, la famille en question est assez retorse et le plan ne va pas se dérouler comme prévu. Ce sont des filous. Le format de ce roman est inspiré des Penny Dreadful, il y a donc des chapitres assez courts qui donnent envie de lire la suite. Il y a du suspense, il s'enchaîne rapidement et en tant que lecteur, on est pris dans l'histoire tout de suite. À ce niveau-là, c'est très Blackwater et ça fait plaisir de retrouver ces sensations. C'est une lecture qui est divertissante et originale, et on retrouve la violence et la bizarrerie propres à Michael McDowell. L'histoire ne va pas où on l'attend et l'auteur trompe nos attentes à coups de rebondissements jouissifs. Dans ce qui fait aussi très McDowell, on retrouve cette façon de traiter les personnages avec une certaine distance. Ils sont développés et pourtant on n'est jamais pleinement dans leurs pensées et leurs sentiments. Il y a aussi cette manière qu'il a de retravailler la notion de famille et les liens entre les individus, même si c'est peut-être un peu plus sobre dans celui-là. Cathy incarne le style, la patte Michael McDowell, et c'est un plaisir de le retrouver. Alors, ce qui était amusant et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a un côté au bonheur des dames. On a la jeune fille pauvre qui arrive dans la grande ville et qui va être confrontée à sa dureté et aux difficultés du quotidien. C'est sûrement la partie la plus cliché de l'histoire, celle qui est traitée de la manière la plus classique. Ça reste efficace, agréable et plaisant, mais c'est, je trouve, un peu en deçà du reste. Même quand c'est un peu pépère, l'auteur s'est toujours casé des retournements inattendus, et il y en a dans cette partie-là aussi. Ce qui est extrêmement réussi par contre, c'est le début, on a tout. On a une introduction digeste, complète, avec des personnages truculents. C'est dynamique, il y a une ambiance, des péripéties, du mystère, du malaise, et le ton est donné. On y découvre notamment la famille de Cathy. Ce sont donc les méchants, ceux qui veulent s'accaparer la fortune du vieux. Ils sont comme une ombre qui plane sur le destin du personnage principal, mais aussi sur celui de tous ceux qui croisent leur route. Personne n'est à l'abri. Ils sont un parfait mélange de bêtise, de cruauté, de petitesse et de solidarité. Ce roman est idéal quand on aime McDowell, parce qu'on l'y retrouve bien, mais aussi quand on a envie d'une histoire qui va nous emporter dès les premières pages. Ce livre m'a redonné confiance en l'auteur, ça fait plaisir. Après, c'est pas la lecture du siècle, je pense que je l'oublierai assez rapidement, mais il m'aura laissé le souvenir d'un très bon moment de lecture. Et parfois, c'est bien tout ce dont on a besoin. Bon, alors là, c'est la catastrophe, une déception finalement proportionnelle à la hauteur des attentes que j'avais pour ce livre. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il s'agit de La Maison des damnés de Richard Matheson. Un jour, un vieil homme riche sur le point de mourir engage des spécialistes du paranormal pour explorer une maison et en percer le secret. Ils vont y rester une semaine et vont devoir affronter tous les phénomènes menaçants qui vont se produire pour essayer de les tuer. Si vous avez pensé à La Maison hantée de Shirley Jackson, vous avez raison. Le projet de Matheson avec ce livre, c'est de s'inscrire dans sa lignée quelques années après. La référence est très claire, en anglais Hill House pour Shirley Jackson et Hell House pour Richard Matheson. Ce n'est pas un hasard. Là où dans La Maison hantée de Shirley Jackson, les interprétations restaient ouvertes, ici, Richard Matheson veut vraiment proposer des explications claires aux différents phénomènes. Il veut en faire une version explicite. Ce qui donne un roman très années 70, provocateur et sulfureux. Il y a une grande violence dans ce livre, notamment sexuelle, avec des scènes de viol et de manière générale quasiment pornographiques. Aujourd'hui, même si certains passages comme ceux-là restent dérangeants, d'autres passent malheureusement inaperçus ou semblent un peu datés. Pour plus de détails, je vous conseille de lire le Bifrost consacré à Matheson, qui a fait un très bon travail de recontextualisation. Je pense que c'est en partie pour cette raison que le livre n'a absolument pas fonctionné pour moi. Je n'ai pas eu peur une seule seconde, ce qui, pour un récit de maison hantée, est quand même catastrophique. Et malgré la bonne dose de possession, d'apparition, d'objets qui bougent, mais je me suis profondément ennuyée. À aucun moment je n'ai réussi à me mettre à la place des personnages. Tout ça me semblait très lointain et très peu intéressant. Je pense que si ça avait été un film, j'aurais davantage réussi à me projeter dans l'histoire et à la place des personnages, mais là je suis restée à distance tout du long. Et tout ça, ça pose vraiment problème, parce que l'objectif de ce genre de livre, c'est que le lecteur se mette à la place des personnages et soit horrifié. Et moi, jusqu'au bout, je me suis demandé ce que je faisais là, c'était vraiment la grosse cata. Donc un rendez-vous manqué avec Matheson, ça m'a fait un peu mal, je dois l'avouer, mais je ne me laisse pas abattre et je continuerai à explorer son œuvre avec le premier tome de ses nouvelles. J'ai lu la première et ça s'annonce plutôt pas mal, la suite au prochain numéro. On retourne dans du positif avec un livre que j'ai adoré, il s'agit du Motif dans le tapis de Henry James.
Dans cette nouvelle, un journaliste va faire une critique littéraire d'un ouvrage, puis rencontrer l'auteur qui va lui expliquer qu'il est passé à côté de l'essentiel, qu'il n'a pas réussi à percer le mystère de son œuvre, celui qui irrigue tous ses livres depuis qu'il a commencé à écrire, le secret, le grand œuvre de sa vie. Le journaliste va développer une petite manie, une petite obsession, et va avec ses amis essayer de percer le mystère. On peut facilement y voir une réflexion sur ce qu'est une œuvre d'art, ou un tacle à la critique de la part de l'auteur. Il y a effectivement de quoi creuser cette piste-là, mais ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui a stimulé mon intérêt, c'est la manière dont Henry James joue avec son personnage et joue avec les attentes de son lecteur. C'est sa grande force, il avait déjà montré à quel point il le fait bien dans le Tour d'écrou, et là il recommence. Je l'adore. Il ne faut pas s'attendre à une enquête, puis à découvrir le secret du personnage écrivain. Quand on a déjà lu Henry James, on sait que ce qu'il aime et ce qu'il va faire, c'est jouer avec nos attentes, les exhiber et les moquer. Comme le personnage principal, on est ballotté entre fausses pistes et attentes interminables de l'être. On n'en peut plus, on veut savoir, même si on se doute qu'on n'aura probablement pas la réponse. On en sait plus, on est un observateur avisé, et on se demande ce qu'il va encore pouvoir inventer pour torturer le personnage principal et pour nous surprendre. Et ce, jusqu'au coup fatal, hilarant et terrible. Je pense que vous le sentez, c'était un délice de lecture. On y voit les manies des critiques, les fantasmes des lecteurs et le jeu de l'écrivain. Encore une fois, Henry James est en très grande forme dans cette forme brève qui lui va si bien. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est de l'écossais Robert Louis Stevenson et c'est publié en 1886. Dans ce court roman, un notaire va essayer d'en apprendre plus sur l'un de ses clients, le respectable Dr Jekyll, qui semble entretenir des liens avec un individu peu recommandable, Edward Hyde. Alors là, pour l'automne, c'est parfait, on a vraiment l'ambiance automnale avec le brouillard, les ruelles, le Londres poisseux et bizarre, on sent l'héritage de Dickens. Là-dessus, c'était parfait. Ce qui était un peu plus embêtant, c'est que comme pas mal de monde, je connais le retournement final. C'est un récit dont l'enjeu littéraire est cette révélation. L'objectif pour l'auteur, c'est d'amener le lecteur à avoir ses petites intuitions, ses petites hypothèses, et puis de lui balancer à la fin une vérité épouvantable qui va le faire frissonner de plaisir et d'effroi. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, vous ne connaissez pas votre chance, arrêtez de m'écouter, lisez le livre, et ensuite vous verrez si vous êtes d'accord avec moi ou pas. L'autre point négatif, c'est que le récit en lui-même est extrêmement laborieux. On n'a pas vraiment de personnage principal, on suit plein de discours rapportés, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique. C'est extrêmement décousu, on a l'impression que tout ça qui pourrait être une structure particulière n'est en réalité pas bien ficelé, pas bien tendu. Ça ne fait pas maîtriser sinueux, mais longué confus. Je continue dans le négatif. Un autre aspect rebutant à la lecture, c'est que ça fait vraiment bourgeois britannique. Il y a un côté gentleman, réputation, honneur, mais pas romanesque, souffle début 19e, vraiment compassé, coincé, détestable. Franchement, les personnages sont tous antipathiques et faut un peu se les fader, quoi. Mais en fait, tout ça fait sens, tout ça est à l'image de la société dans laquelle ils évoluent. C'est justement parce que le Dr Jekyll ne pouvait être lui-même au grand jour qu'il séparait dans sa jeunesse une face vraiment de respectabilité et une face plus nocturne dans laquelle il se livrait à ses plaisirs. Il se révèle un personnage victime de son éducation et des attentes de celle-ci. Le clou du livre, la révélation finale, reste marquante et terrifiante, mais prend place dans un texte original qui s'avère oubliable jusqu'à ce que survienne la lettre du Dr Jekyll. Dans cette lettre, le docteur livre son secret et expose ses tiraillements intérieurs. Et pour moi, c'est là que Stevenson montre son talent, c'est là qu'est le tour de force. On découvre l'ampleur et la subtilité de la dualité qui anime le Dr Jekyll. Ce serait trop simple qu'il y ait d'un côté le Dr Jekyll et de l'autre Hyde, c'est au contraire une figure composite, comme l'explique très bien Jean-Pierre Nogrette. Tout le problème de Jekyll, ce n'est pas tellement qu'il est deux, mais qu'il est un, au sens où il ne peut pas se dissocier complètement de Hyde. Stevenson fait un travail stylistique très précis pour nous faire sentir tout ça, et qui se voit notamment dans les désignations de Hyde par Jekyll, qu'il appelle la créature, Hyde, je, ce fils de l'enfer, ou mon autre moi. On sent la fragilité, la violence, le désespoir, la haine, l'envie,
la lutte entre ces deux aspects d'une même personne. La fin, les dernières phrases sont terribles et je ne pouvais pas espérer meilleure conclusion. Là encore, un peu comme le portrait de Dorian Gray, il faut s'accrocher mais la fin dépote. À présent, une autre catastrophe avec Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kehlmann. C'est un court roman dans lequel une famille va s'installer en haut d'une montagne dans un trou paumé. Le mari est scénariste un peu en panne d'inspiration et il va commencer à être victime de l'influence de la maison qui semble entre autres avoir des pièces qui bougent toutes seules. C'est une plongée dans la tête du mari, dans ses frustrations, ses impressions, mais aussi dans les bribes de scénario qu'il écrit. Le tout s'entremêle. À cela se rajoutent des hallucinations au fur et à mesure que le charme, supposé ou réel, de la maison opère. Ça se veut un peu Shining et la Maison des Feuilles, deux livres que je n'ai pas lus, hein, donc prenez cette information avec des pincettes, mais en concentré comme placé dans la banalité et la médiocrité de la vie. Alors ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, c'était à la fois trop frontal et trop subtil, c'est-à-dire que ça va droit au but, on n'a pas le temps de développer vraiment une atmosphère, d'avoir des détails, des descriptions, hein, c'est épuré, et en même temps, ça fonctionne par sous-entendu et ça n'a l'air, au bout du compte, de n'aller nulle part. Du coup, je me suis rapidement désintéressée de l'intrigue, et donc du livre, vu que au fond on n'a pas trop le temps pour le reste, et je dois vous avouer qu'au lieu de ressortir de cette lecture avec des interrogations et un petit sentiment de malaise, ce que j'en retiendrai au fond, c'est l'ennui incommensurable qu'il m'a provoqué. C'était pas nul en soi, mais c'était manifestement pas pour moi. À présent, un polar avec Quand sort la recluse de Fred Vargas. On suit le commissaire Adamsberg et sa brigade qui vont enquêter sur des morts suspectes. Dans le sud de la France, des hommes âgés meurent piqués par une araignée, ce qui en réalité n'est pas possible car cette araignée n'est mortelle que dans des conditions vraiment particulières qui ne sont pas réunies pour ces meurtres-là. On va donc mener l'enquête et essayer de découvrir comment c'est possible, ou alors qui est derrière tout ça. Ça ne m'a pas subjuguée, mais je comprends l'engouement. On a une enquête, ce qui est toujours prenant, c'est sobre et efficace. Il y a un effort qui est fait sur les personnages sans pour autant trop s'attarder sur eux, et il y a une atmosphère qui est travaillée sans s'appesantir en description. Il y a beaucoup de dialogues, ça avance, c'est facile à lire, c'est sympa. Le gros point fort pour moi, c'est que cette enquête mobilise un imaginaire qui va générer des images, et travailler une ambiance de vengeance et de mystère. Différents échos sont faits à travers l'histoire, on est presque dans le mythe, avec une pointe de surnaturel, même s'il n'y en a pas, on a l'impression qu'il y en a. Il y a comme une brume un peu envoûtante qui plane sur tout ça. Après, il y a aussi des points négatifs, c'est que c'est extrêmement répétitif. C'est-à-dire que le gars, il a appris une information, il doit la dire à 3 personnes, et bien on a droit aux 3 dialogues. Il y a jamais et il lui raconta ce qu'il avait découvert. Donc voilà, un petit discours narrativisé des familles, moi, ça m'aurait fait du bien. L'élément qui m'a sidéré, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une enquête menée de manière réaliste. C'est la fête du slip. Ils ont tous les moyens qu'ils veulent, hein, humains ou matériels, et puis alors on suit des intuitions sans preuve, juste parce que le gars il a ses petites hallucinations, enfin... Bon, franchement, j'ai été sidérée. Le reste se voulait un peu réaliste, on a la vie de la brigade, alors autant que l'enquête soit un peu plus structurée, quoi. C'est sûr qu'on n'est pas étonné à la fin qu'il ait réussi, hein. Bon là, je râle un peu, mais en soi, c'était une lecture qui était plutôt agréable. On termine sur une touche un peu plus gaie avec Akuma-kun de Shigeru Mizuki. Alors c'est un manga, et plus précisément un shonen, donc on a tous les codes du shonen, hein. Les méchants, la baston, la bande de potes qui se constitue petit à petit. Ici, c'est un mélange loufoque d'enfants, de monstres et du diable. Si on aime tout ça, on est servi. Si on n'est pas particulièrement amateur de shonen, par contre, ça peut s'avérer un peu répétitif. Parce qu'on retrouve une construction par épisode similaire. Ça se lit toutefois très bien en tant qu'adulte parce que les dessins et le scénario mettent l'accent sur l'absurde. L'absurde des situations, l'absurde des réactions des personnages, ce qui en tant qu'adulte est encore plus visible évidemment. L'auteur se fait un plaisir de nous montrer que ces personnages sont tous des losers, c'est aussi pour ça qu'on les aime. Et tout ça donne lieu à des remarques réflexives par des personnages dans le manga, en particulier de la part du diable qui est l'adulte du groupe. Par exemple, à un moment, il se dit
mais on se croirait vraiment dans un manga de 3e catégorie. Ils sont tous bonnards et sidérants, et c'est avec plaisir, moi, que je me suis laissée emporter. C'est une lecture qui est charmante, divertissante, et dont la suite me questionne. Bon, alors pas tant pour le suspense du dernier chapitre, hein, je me sens pas non plus happée, mais parce que je me demande où va le manga. Est-ce que l'auteur va lui donner plus de profondeur, plus d'ampleur, ou au contraire, est-ce qu'on va rester dans quelque chose de léger et de assez classique? Le charme de ce manga réside aussi sur la qualité du dessin. Il y a vraiment un travail de texture, de détail, qui est visible même quand, comme moi, on n'y connaît absolument rien. Ça procure de la densité à la page, et notamment quand il s'agit des décors. Et justement, ce travail de foisonnement et de précision contraste avec la ligne simple du dessin des personnages. Ça rajoute à l'atmosphère oppressante et malsaine de l'environnement, et ça accentue le côté caricatural et sympathique de la petite troupe de personnages. D'ailleurs, le diable s'est avéré à la hauteur de mes espérances. C'est le mec un peu nul, sans morale, qui se laisse diriger par des enfants et qui petit à petit va devenir leur ami. On sent qu'il l'irrite, mais qu'au fond, il n'est pas d'aussi mauvaise volonté qu'il le laisse penser. Voilà, gros coup de cœur sur le diable, qui sera sûrement l'une des raisons pour lesquelles je continuerai avec le tome 2. Voilà pour ces lectures automnales un peu mitigées. J'espère que ces retours vous auront éclairé et vous auront donné envie de lire certains livres. Vive l'automne et à la prochaine!